Oui, alors je reprends cette conversation sur le Airbnb. Effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant ici à 7. Et je voulais préciser d'ailleurs une position, parce que on a parfois tendance à tout mélanger dans Airbnb. Moi, j'ai été propriétaire ici sur 7 à 2 reprises, avec des revenus qui étaient vraiment assez faibles, et donc en ayant mobilisé la totalité de mes capacités d'emprunt. Or, dans ces cas-là, pour l'accession à la propriété de gens qui sont actifs sur 7, de familles, de jeunes qui s'installent, Airbnb ou n'importe quel type de location saisonnière, à petite dose, c'est une excellente chose. C'est un excellent levier de pouvoir, par exemple, louer pendant 4-5 semaines par an, mettons 45 jours, pour compenser notamment, effectivement, la fiscalité qui est assez élevée ici sur 7. Alors maintenant, ce ne sera plus pour les résidences principales, ce ne sera plus la taxe d'habitation, mais ce sera plutôt la taxe foncière. Mais je sais qu'à l'époque, je payais moi 1 200 € de taxe foncière. Eh bien, le recours à Airbnb me permettait d'effacer en quelque sorte cette taxe et de pouvoir accéder à la propriété. Donc il ne faut pas effrayer les ménages, les jeunes et les petits propriétaires et les gens qui sont actifs sur 7. Ce serait bon qu'ils puissent continuer à louer effectivement leur logement. Par contre, ça devient un vrai problème dès qu'on dépasse une quarantaine de journées par an, où là ça devient du business. Et c'est là où il faut s'y opposer de toutes nos forces. Et je suis d'accord avec tout le monde sur le fait de dire qu'il y a très peu de possibilités juridiques de le faire. Il y a des municipalités qui ont eu beaucoup de courage en prenant des mesures assez radicales. Je pense à Saint-Malo notamment, ou sur la côte basque. À Saint-Malo, ils ont carrément imposé des quotas par quartier. Mais bien entendu, ils sont en opposition avec des collectifs qui les attaquent juridiquement. Et on ne sait pas trop comment ça aboutira. Bon. Donc, là-dessus, Airbnb, qu'on s'entende bien, effectivement, mais je pense qu'on est tous d'accord, avoir un petit peu de location saisonnière pour les gens qui accèdent à la propriété, c'est une bonne chose. Par contre, alors, donc, moi, je suis tout à fait favorable à la taxe majorée qui a été mise en place. Ça, je trouve que c'est une excellente mesure. Elle ne résout pas le problème, mais c'est un début. Elle agit sur des résidences secondaires. Par contre, il y a quand même un comportement un petit peu schizophrène, qui apparaît d'ailleurs entre les lignes dans le budget, parce que d'un côté, on taxe ces résidences secondaires, ce qui est une façon de leur dire, attention, ne venez pas en masse chez nous, on protège notre capacité de loger notre population locale. Bon. Ok. Mais d'un autre côté, on leur déroule le tapis rouge avec l'argent qu'on a récolté en plus avec cette taxe et dans l'ensemble du budget. C'est-à-dire qu'on va faire des investissements qui, à chaque fois, sont des investissements qui sont plutôt destinés aux touristes, qui sont plutôt destinés aux résidences secondaires et qui ne sont pas du tout destinés aux habitants locaux. Donc, si je prends ces 2,7 ou 3 millions qui ont été récoltés avec la taxe majorée de résidence secondaire et que je vais les investir dans la réfection de la voirie, par exemple, ça, c'est un signe fort pour les habitants de la rue Révolution ou ailleurs, pour leur dire, OK, on prend en compte vos problèmes, OK, vous allez pouvoir rester ici. Et ça les encourage à rester là. Mais si je les mets sur la décoration, la fameuse décoration du pont qui n'est pas terminée là-bas, si je les mets sur le quai piétonnier, sur le quai Le Maresquier, sur lequel je vais immédiatement dérouler des centaines de tables et pas une seule table ou banc qui soit gratuit, quel est le signe que j'envoie? J'envoie un signe qui est de dire, messieurs les touristes, messieurs les résidences secondaires, vous qui avez les moyens de vous attabler ici sur ce quai et de mettre 10, 20, 30, 40 €, vous êtes les bienvenus. Par contre, vous qui passez, qui arrivez de l'île de Thau ou du quartier haut de je ne sais où, et qui voulez prendre un sandwich ou un verre sur le bord du quai, eh bien, passez votre chemin, vous allez voir ailleurs. Donc ça, il y a quand même une certaine schizophrénie là-dedans. Il faut aussi, à un moment, investir pour les habitants et arrêter d'investir sans arrêt pour
la communication pour la représentation de la ville. De même, lorsqu'on parle de cette année de la culture 2028, capitale européenne de la culture, est-ce qu'on est vraiment dans le besoin prioritaire du Sétois de base? Est-ce qu'on n'est pas en train plutôt d'envoyer encore des signes à une population qui sera une population plutôt de touristes et de futurs habitants en résidence secondaire? Bon. Alors, ceci dit, effectivement, la priorité qui devrait transparaître dans ce budget, c'est de maintenir les actifs, les jeunes et les habitants historiques dans la ville. Ça, c'est sûr. Donc, de lutter contre la gentrification. Et je rejoins Anne-Monique sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Moi, je ne dirais pas que votre budget est catastrophique, non, je dirais qu'il est opaque. Je ne trouvais pas les renseignements dont j'avais besoin. Parce que, pour pouvoir juger ce dont je suis en train de parler, j'avais besoin d'un simple tableau qui me donnait les principaux investissements en équipement. Puisque la clé de ce budget, vraiment la clé de voûte de ce budget, c'est le fait qu'on passe pour la première fois à 31,5 millions d'investissements en équipement. Vous le dites vous-même, c'est la somme la plus élevée qu'on ait jamais mis sur ce poste-là. Et puis, d'un autre côté, vous allez recourir à 18 millions d'emprunts, en partie à cause de cet investissement. Donc ça, c'est les deux sommes clés pratiquement de ce budget. Or, je n'ai à aucun moment le détail des investissements en équipement qui sont derrière. Donc comment est-ce que je peux juger de la validité? Moi, par exemple, j'aurais aimé voir s'il y avait des investissements en matière d'écologie. J'aurais aimé voir s'il y avait des investissements sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur la vie quotidienne des Sétois. Or, je suis incapable d'en juger. Je suis obligé d'aller piocher par-ci, par-là. Je sais qu'il y a 3,7 millions qui seront affectés sur l'aménagement de la place Aristide-Briand. J'ai vu qu'il y avait une école sur laquelle on allait mettre 1,5 à 1,6 millions pour la réfection, mais je ne peux pas reconstituer l'ensemble des investissements. Donc ça, c'est vraiment une donnée essentielle qui est manquante. Et tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas me positionner là-dessus. Voilà.